derrière les murs imposants de la cité interdite de la Chine ancienne, où les toits dorés scintillaient sous le soleil et l'odeur de l'encens imprégnait l'air, se cachait une vérité qui ne devait jamais être prononcée à voix haute. Aux yeux d'un étranger, ce lieu semblait être un monde tissé de soie, de pouvoir et de beauté. Mais derrière les rideaux brodés et les couloirs silencieux, battait une réalité si cruelle et sanglante que peu de gens osaient même l'imaginer. Là vécurent de jeunes filles, radieuses comme le printemps, qui franchirent les portes du palais impérial avec une seule pensée: changer leur destin. Elles laissèrent derrière elles des villages humbles, des familles qui espéraient que leurs filles, en servant l'empereur, pourraient apporter honneur et fortune à la maison. Cependant, la promesse d'un avenir meilleur se transforma bientôt en un piège invisible. Leur beauté, qui au début semblait un don, devint rapidement la malédiction qui marquerait leur vie à jamais. Dans la vaste machinerie du pouvoir impérial, ces jeunes femmes n'étaient pas libres d'aimer, ne pouvaient pas décider de leur propre corps et, pire encore, se voyaient refuser le droit le plus élémentaire de toute femme, donner la vie. Nous ne parlons pas simplement de demoiselles du palais, mais d'un groupe encore plus méconnu et tragique, les soi-disant eunuques féminins. Des femmes qui, sans l'être à la naissance, furent délibérément privées de la capacité d'être mères, transformées en instruments pour préserver le pouvoir des autres. Dans les pièces de théâtre historiques et les séries télévisées chinoises, il est courant de trouver la figure de l'eunuque masculin, au mouvement doux, à la voix étouffée et au regard rusé, toujours au service des plus puissants, intrigants dans l'ombre. Cependant, il est rarement mentionné qu'en parallèle d'eux, il existait un groupe encore plus oublié, les eunuques féminins, dont la tragédie fut peut-être beaucoup plus profonde. Pourquoi cette figure existait-elle? Qu'est-ce qui pouvait amener une cour impériale à soumettre une femme à un tel destin? Et le plus inquiétant, comment cette transformation était-elle réalisée? Pour le comprendre, nous devons remonter dans le temps, jusqu'à l'instant où ces jeunes femmes mirent pour la première fois le pied dans le palais, pleines d'illusions, sans savoir que ce même jour, elles laissaient derrière elles non seulement leur foyer, mais aussi leur liberté et, dans de nombreux cas, leur propre identité. Entre les murs sacrés où la lumière pénétrait à peine, chaque regard de l'empereur pouvait équivaloir à une sentence de mort dictée en silence. Chaque nuit convoquée dans ses appartements pouvait signifier le début d'un long calvaire physique et émotionnel. Dans ce scénario, les eunuques féminins devinrent les témoins muets d'un jeu de pouvoir impitoyable, où la beauté pouvait vous élever au sommet, ou vous enterrer à jamais dans le coin le plus sombre de l'oubli. Pour comprendre la tragédie qui s'abattrait plus tard sur ces femmes, il est nécessaire de commencer par le début, l'instant où elles furent choisies pour servir au palais impérial. Dans la Chine féodale, les demoiselles du palais n'étaient pas de simples servantes. Elles étaient une partie essentielle de la vie interne de la cour, et leur sélection était régie par des normes strictes et, parfois, inhumaines. Prenons l'exemple de la dynastie Ming. Selon la biographie de l'impératrice Ming, la première année de l'ère Tianqi, l'empereur Chongzhen ordonna une sélection nationale de 5000 jeunes femmes vertueuses pour être amenées dans la capitale. La plupart avaient entre 13 et 16 ans, l'âge où l'enfance s'éloignait à peine et où la vie adulte commençait tout juste. Le processus commençait par un examen préliminaire dans leur province natale. Celles qui passaient cette première étape entreprenaient un voyage long et fatigant jusqu'à la cité interdite. Là, sous la supervision d'eunuques et de vieilles femmes expérimentées, des matrones qui connaissaient les secrets du palais mieux que quiconque, la véritable épreuve commençait. Jour 1, l'inspection de l'apparence générale. L'eunuque principal observait le teint et la taille de chaque candidate. Celles qui étaient trop grandes ou trop petites, trop minces ou trop corpulentes, celles qui avaient le dos voûté ou les jambes arquées, étaient immédiatement écartées. Seules celles ayant une silhouette harmonieuse et des proportions équilibrées pouvaient avancer. Jour 2. L'examen du visage et de la voix. Les sélectionnés étaient divisés en groupes. Chaque trait était évalué. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et le cou. Une petite tache de beauté mal placée, une cicatrice, une voix rauque ou un bégaiement suffisaient pour être éliminés. Après cette deuxième journée, plus de la moitié était déjà écartée. Jour 3. La révision des proportions corporelles et de la démarche. Les eunuques mesuraient les bras, les chevilles et les doigts.
observèrent la posture en marchant. Si la candidate bougeait les bras de manière irrégulière, si elle balançait les hanches avec une maladresse excessive ou si une épaule était plus haute que l'autre, son destin était scellé, la porte de sortie. Au terme de cette journée, des milliers arrivaient, à peine 1000 restaient. Jour 4, l'examen final des matrones vétéranes. Ici, la beauté extérieure ne suffisait pas. Les candidates devaient se dévêtir pour que les vieilles femmes examinent la peau, l'odeur corporelle, même les aisselles. Tout signe de mauvaise santé ou d'hygiène signifiait une élimination immédiate. Seules quelques 300 jeunes femmes, des milliers d'origines, passaient cette dernière épreuve. À partir de là commençait une période d'entraînement rigoureux. Elles devaient apprendre à marcher à pas mesurés, à parler d'un ton doux, à dormir dans des positions spécifiques pour ne pas déformer leur coiffure, à tenir un éventail avec grâce et à plier les vêtements de soie, sans laisser une seule ride. Même la façon de coiffer les cheveux devenait un art à maîtriser. Finalement, venait le moment de l'affectation. Les plus belles et élégantes étaient envoyées servir au palais de l'empereur ou de l'impératrice. Les moins gracieuses, bien qu'également entraînées, étaient destinées à des tâches comme nettoyer, cuisiner ou laver le linge dans les zones moins importantes. Cependant, et de manière ironique, dans le monde clos et rempli d'intrigues de la cour, la beauté n'était pas toujours une bénédiction. Car là, au cœur de la cité interdite, chaque regard de l'empereur pouvait éveiller des jalousies mortelles. Et les concubines, décidées à être les seules à capter son attention, ne toléraient pas toujours la présence d'une belle demoiselle près de leur seigneur. Parfois, cette même beauté qui leur avait ouvert les portes du palais serait celle qui plus tard scellerait leur destin dans l'ombre. À l'intérieur du palais, la beauté pouvait être à la fois une bénédiction et une condamnation. Pour les concubines, dont la position dépendait presque exclusivement de la faveur de l'empereur, toute femme jeune et attrayante représentait une menace latente. Et dans cet univers où chaque geste pouvait avoir une signification politique, la beauté était une arme à double tranchant. Les concubines savaient que l'affection impériale était volatile. L'empereur pouvait être captivé par un nouveau regard, un visage délicat, une voix douce, et tout le pouvoir soigneusement tissé au fil des ans pouvait s'effondrer en une seule nuit. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles mettaient en place des stratégies pour contrôler l'accès du monarque à d'autres femmes, même aux plus belles demoiselles. Cependant, l'intrigue était plus complexe qu'il n'y paraissait. Il y eut des moments où les concubines avaient besoin de ces belles demoiselles pour servir l'empereur à leur place. Cela se produisait principalement pour deux raisons. La première, lorsque la concubine était malade ou ne pouvait pas s'occuper personnellement de l'empereur pour des raisons de santé ou de protocole, elle recourait à une jeune et jolie demoiselle pour la remplacer dans l'intimité. Cette manœuvre, bien qu'elle semblât généreuse, était calculée pour maintenir l'empereur dans son propre palais et ainsi préserver son influence. La seconde, lorsque la beauté de la concubine commençait à s'estomper avec le temps. Dans une cour où la jeunesse et la fraîcheur étaient monnaie courante, offrir une demoiselle radieuse était un moyen de retenir l'empereur près, même par des moyens indirects. Ce qui importait n'était pas qui partageait le lit avec le monarque, mais dans quel palais il passait la nuit. Plus il y passait de nuit, plus le pouvoir politique et social de la concubine était grand. Pour l'empereur, en revanche, ces jeunes femmes étaient souvent des visages sans nom, des présences éphémères, pour satisfaire un désir momentané. Ce n'est qu'à de rares occasions qu'une demoiselle parvenait à capter son attention suffisamment pour concevoir un enfant. Et c'est alors que le véritable danger commençait. Une grossesse pouvait tout changer. Une demoiselle qui donnait naissance à un enfant impérial, et plus encore à un prince, avait le potentiel d'être promue en rang, de recevoir des faveurs et de modifier le délicat équilibre du pouvoir dans le harem. C'était quelque chose que les concubines ne pouvaient permettre. Le risque qu'une femme d'origine humble atteigne leur statut était inacceptable. La solution que beaucoup adoptaient était aussi froide que cruelle. Transformer ces demoiselles en eunuques féminins. De cette façon, elles éliminaient toute possibilité de grossesse et, par là, toute menace à leur position. La beauté de ces jeunes femmes continuait à servir l'empereur, mais leur capacité à changer leur propre destin était à jamais mutilée.
C'était une méthode qui combinait le calcul politique avec la violence la plus intime. Il ne s'agissait pas seulement de préserver une place dans le cœur de l'empereur, mais de protéger un espace de pouvoir qui, à la cour, pouvait signifier la différence entre la survie et la ruine. Et pour y parvenir, les concubines n'hésitaient non pas à sacrifier la vie et l'avenir d'autres femmes, même celles qui étaient entrées au palais avec les mêmes espoirs qu'elles avaient eus un jour. Quand nous entendons le mot eunuque, l'esprit imagine généralement les hommes qui ont été castrés physiquement, privés de leurs organes reproducteurs pour servir au palais. Mais le cas des eunuques féminins était différent et peut-être plus sinistre. Il ne s'agissait pas de couper, mais de détruire la capacité de concevoir de manière irréversible, tout en conservant au corps l'apparence extérieure d'une femme. Le premier outil de contrôle était les décoctions à base de plantes. Ces mélanges, préparés par des médecins impériaux et des matrones vétéranes, contenaient des plantes de nature extrêmement froide qui refroidissaient l'utérus, provoquant des désordres menstruels et, avec le temps, une infertilité quasi totale. Après chaque rencontre avec l'empereur, la demoiselle était obligée de boire cette amère potion qui lui brûlait la gorge et lui laissait un goût métallique pendant des heures. Si ses menstruations tardaient ne serait-ce qu'un mois, on lui administrait une dose plus puissante, destinée à provoquer un avortement immédiat. Le corps réagissait de manière cruelle, crampes persistantes dans le ventre, saignements irréguliers, faiblesse constante, fièvre qui montait et descendait comme des marées. Et pourtant, ce n'était que le premier échelon. Lorsque les concubines soupçonnaient qu'une grossesse était imminente ou que les herbes n'étaient plus une garantie suffisante, elles recouraient à la méthode la plus brutale, la destruction physique de l'utérus. Cette punition n'était pas enregistrée dans les documents officiels. Elle se produisait en silence, derrière des portes closes, exécutée par des mains qui savaient infliger la douleur sans tuer. La victime était immobilisée sur une croix de bois, les bras et les jambes attachés pour empêcher tout mouvement. Avant de commencer, on lui faisait boire un breuvage anesthésique préparé avec des herbes paralysantes qui engourdissaient les nerfs, bien qu'elles n'éliminaient que rarement complètement la conscience. De nombreuses femmes entendaient et sentaient ce qui se passait, piégées dans un corps qui ne répondait pas. Le bourreau utilisait des outils comme de lourds bâtons de bois, des tiges de fer ou des marteaux pesants pour frapper à plusieurs reprises la partie inférieure de l'abdomen, juste là où se logeait l'utérus. Il ne cherchait là pas à tuer. L'objectif était de provoquer un traumatisme interne si grave que l'utérus serait déplacé, écrasé ou détaché de sa position naturelle. Un seul coup mal calculé pouvait briser d'autres organes et provoquer une hémorragie fatale, mais ceux qui exécutaient la tâche étaient entraînés pour maintenir la victime en vie. Après l'opération, les matrones appliquèrent de la cendre de plante ou des onguents improvisés sur la zone, tentant d'arrêter le saignement. Il n'y avait pas d'antibiotiques ni de techniques chirurgicales modernes, seulement des bandages rugueux et des prières silencieuses. Celles qui survivaient restaient démarquées pour toujours. Douleurs chroniques, infections récurrentes, fièvre les nuits froides et une sensation constante de vide dans le ventre. Le dommage n'était pas seulement physique. En un instant, ces femmes perdaient non seulement la capacité de donner la vie, mais aussi une partie fondamentale de leur identité. Elles continuaient à servir dans la chambre impériale, à se maquiller le visage et à s'habiller de soie. Mais ce que le miroir leur renvoyait n'était plus une femme complète, mais une ombre de ce qu'elles avaient été. À partir de ce moment, elles devenaient sûres pour les concubines. Elles pouvaient dormir auprès de l'empereur sans représenter aucune menace pour le trône ou l'équilibre du pouvoir. Elles étaient, aux yeux de tous, de beaux corps vidés de tout avenir. Et le plus cruel était que, même dans leur fragilité, elles continuaient à être exploitées comme instruments de plaisir et outils politiques sans que personne n'ose prononcer le mot qui décrivait leur véritable état, victimes. Après avoir perdu leur capacité de concevoir, la vie de ces femmes ne s'arrêtait pas. Le destin cruel exigeait qu'elles continuent à s'acquitter de leurs devoirs comme si rien ne s'était passé. Elles continuaient de porter les mêmes robes de soie, de se maquiller avec de la poudre de riz et du rouge, de parer leurs cheveux de peigne et de fleurs, de sourire quand on leur ordonnait, de se taire quand on les frappait. Aux yeux des autres, elles restaient des demoiselles du palais, belles et obéissantes, prêtes à satisfaire le moindre caprice de l'empereur ou des concubines.
Mais sous les couches de soie et les parfums, leur corps gardait une douleur constante. L'hiver était leur ennemi le plus impitoyable. Le froid s'infiltrait par chaque articulation et réveillait des élancements insupportables dans le ventre, leur rappelant chaque jour la violence qu'elles avaient subie. Beaucoup ne pouvaient pas rester assises trop longtemps. D'autres ne supportaient pas de marcher de longues distances. Les infections étaient courantes. Sans médicaments modernes, chaque fièvre pouvait se transformer en menace mortelle. Et pourtant, la cour ne s'arrêtait pas pour elles. Le protocole et la discipline du palais étaient inébranlables. Si elles devaient danser, elles dansaient. Si elles devaient chanter, elles chantaient. Si elles devaient partager le lit de l'empereur, elles le faisaient, même si leur corps était brisé. Dans ce microcosme régi par l'intrigue, il n'y avait pas de place pour la compassion. Personne ne les voyait comme des victimes. Au contraire, elles étaient souvent considérées comme fortunées d'avoir été choisies pour servir si près du pouvoir. Les concubines les présentaient comme si elles étaient des trophées, des preuves vivantes de leur contrôle sur l'environnement impérial. L'humiliation était double. En plus de supporter la douleur physique, elles devaient assumer un rôle de luxe et de servitude qui renforçait leurs conditions d'objet. Elles étaient comme des porcelaines décoratives dans une salle dorée, belles à regarder, mais sans voix, sans droit de vote, sans espoir. Contrairement aux demoiselles communes qui, à l'âge de 25 ans, pouvaient quitter le palais, recevoir une modeste compensation et retourner dans leur village pour se marier et fonder une famille, les eunuques féminins n'avaient pas cet horizon. Leur infertilité, les séquelles physiques des blessures et le stigmate social les condamnaient à une solitude anticipée. Aux yeux des hommes de l'époque, une femme qui ne pouvait pas donner d'enfants n'avait aucune valeur en tant qu'épouse. L'idée d'épouser une femme castrée était, pour la mentalité féodale, non seulement indésirable, mais honteuse. Et ainsi, ces femmes restaient piégées dans un limbo. Elles n'appartenaient plus au monde clos du palais, mais n'avaient pas non plus de place dans le monde extérieur. Entre ces murs, elles apprirent à vivre comme des ombres, présentes, mais invisibles. Elles souriaient quand il le fallait, évitaient les regards trop longs, ne s'approchèrent pas des enfants car leur seule présence leur rappelait ce qu'on leur avait volé. La vie après la transformation n'était pas une vie. C'était une longue attente où chaque jour ressemblait au précédent, jusqu'à ce que le temps et l'oubli les effacent de la mémoire de tous. Pour une demoiselle ordinaire, la sortie du palais à 25 ans était une libération. Elles recevaient une petite somme d'argent, pouvaient retourner dans leur village, se marier et, bien que tardivement, commencer une nouvelle vie. Mais pour les eunuques féminins, ce seuil ne représentait pas la liberté, mais une chute dans le vide. Sans la capacité de concevoir, avec des corps marqués par des lésions internes et, dans de nombreux cas, des déformations visibles, leurs chances de refaire leur vie étaient presque nulles. La société féodale voyait en elles non seulement des femmes incomplètes, mais aussi des porteuses d'une ombre honteuse. Personne ne désirait les épouser. Elles manquaient d'enfants pour assurer la lignée et, par conséquent, n'offraient aucune valeur dans la logique matrimoniale de l'époque. Certaines, avec les quelques pièces économisées pendant leur service, parvenaient à ouvrir un petit étal au marché vendant de l'encens, des lampes ou des remèdes traditionnels. D'autres travaillaient comme servantes dans des maisons de familles aisées, effectuant des tâches légères que leur corps pouvait encore supporter. Quelques-unes trouvaient un refuge temporaire auprès de parents éloignés, mais cet accueil durait rarement. La plupart, cependant, vivaient dans la pauvreté et la maladie. Lorsque l'argent venait à manquer, elles étaient obligées d'offrir leurs mains et leur temps comme servantes en échange de nourriture et d'un endroit pour dormir. Si elles tombaient gravement malades, elles manquaient d'assistance médicale et dépendaient de la charité d'inconnus. Elles mouraient comme elles avaient vécu, en silence, sans mari, sans enfants, sans famille pour réclamer leur reste. Beaucoup étaient enterrés dans des fosses communes, sans pierre tombale ni inscription attestant de leur passage dans le monde. Dans d'autres occasions, il n'y avait même pas d'enterrement formel. Leur corps était abandonné, et la terre les réclamait sans témoin. L'histoire officielle les mentionne à peine. Elles n'étaient ni impératrices, ni concubines, ni filles de l'empereur. Elles n'avaient pas de nom dans les registres, car pour le système,
elles n'étaient que des rouages dispensables. Le peu que nous savons provient de journaux personnels d'eunuques masculins ou des confessions de vieilles femmes qui avaient servi comme matrones et, dans la vieillesse, osaient rompre le silence. Quelques-unes survécurent au-delà de 25 ans sans être expulsées du palais, mais non par privilège, mais parce qu'elles n'avaient nulle part où aller. Elles erraient dans les villes, invisibles pour la foule, évitant tout contact qui pourrait révéler leurs conditions. Le monde extérieur leur était aussi étranger et hostile que l'intérieur des murs impériaux. Et ainsi passaient les années, s'évanouissant peu à peu dans la pénombre de l'oubli. Dans un monde qui mesurait la valeur d'une femme par sa capacité à donner des héritiers, ces vies étaient en dehors de toute narration. Elles n'étaient pas vues comme des tragédies humaines, mais comme de simples conséquences nécessaires de l'équilibre du pouvoir. Et lorsque la dernière d'entre elles fermait les yeux pour toujours, son histoire s'éteignait avec son nom, sauf dans les rares occasions où quelqu'un, par hasard, trouvait une mention perdue dans un vieux parchemin. Les eunuques féminins furent, avant tout, des victimes d'un système qui leur arracha non seulement la capacité de décider de leur corps, mais aussi le droit le plus fondamental à vivre avec dignité. Leurs noms ne figurent pas dans les livres d'histoire. Il n'y a pas de portrait qui conserve leur image. Et pourtant, elles ont existé. Elles ont respiré, aimé en silence, souffert et résisté. Leur tragédie ne fut pas un accident isolé, mais le résultat d'une machinerie de pouvoir implacable. Dans l'univers clos de la cour impériale, chaque femme était une pièce qui pouvait être déplacée, sacrifiée ou détruite selon les besoins de ceux qui détenaient le contrôle. La beauté, qui ailleurs aurait été célébrée, ici se transformait en une sentence. Chaque regard bienveillant de l'empereur pouvait éveiller des jalousies mortelles. Chaque nuit convoquée dans ses appartements pouvait être le début d'une douleur qui durerait toute une vie. La lutte dans le harem ne se menait pas seulement avec des soies et des sourires. C'était une guerre silencieuse pour la survie. Les concubines rivalisaient pour la faveur impériale car en elles résidait leur sécurité et leur pouvoir. Et pour le protéger, elles n'hésitaient pas à éliminer toute menace, même si cette menace avait le visage d'une jeune femme qui, comme elles autrefois, avait franchi les portes du palais pleines d'illusions. Transformer une demoiselle en eunuque féminin n'était pas simplement une mesure contraceptive. C'était un acte de contrôle absolu, une façon d'effacer toute possibilité d'ascension, tout rêve de liberté. En détruisant leur capacité à donner la vie, elles détruisaient aussi un fragment essentiel de leur identité. Dans les registres officiels, elles apparaissent à peine. Il n'y a pas de jugement contre ceux qui ont ordonné leur mutilation. Aucune cour n'a enquêté sur leurs souffrances. Il n'y a pas eu de deuil public pour leur perte. L'histoire les a reléguées au silence, comme si leur douleur ne méritait pas d'être rappelée. Et pourtant, elles ont vécu. Elles ont résisté dans le coin le plus sombre du passé, supportant des années d'humiliation et de douleur, souvent avec une force qui n'a jamais été reconnue. Aujourd'hui, raconter leur histoire est un acte de justice. C'est leur rendre, ne serait-ce que pour un instant, la place qui leur a été arrachée. Car l'histoire n'est pas seulement faite d'empereurs, de généraux et de sages, elle est aussi composée des soupirs des oubliés, des larmes de ceux qui n'ont jamais eu de voix. Un ancien proverbe disait « Qui entre au palais laisse son nom à la porte ». Les eunuques féminins ont laissé quelque chose de plus. Leur corps, leur âme et leurs espoirs. Personne ne les a vénérées, aucun parent n'a pleuré pour elles, personne n'a écrit leur biographie. Mais en écoutant cette narration, vous leur rendez l'existence. Même pour un bref instant, vous savez maintenant qu'elles ont marché sur cette terre, que leur mémoire nous serve d'avertissement. Le pouvoir, quand il n'a pas de limite, est capable de distordre ce qu'il y a de plus sacré dans la condition humaine, et qu'elles servent aussi d'hommage, car elles ont vécu, car elles ont supporté, car même au milieu de l'obscurité la plus dense, elles ont laissé une empreinte invisible qui, si nous osons regarder, nous pouvons encore trouver. Si cette histoire vous a ému, partagez-la, car tant que nous continuerons à la raconter, elles ne seront pas tout à fait perdues. L'histoire cesse d'être passée quand elle devient voix, et dans notre voix, elles peuvent continuer d'exister,
comme une ombre qui, même si le temps tente de l'effacer, ne disparaîtra jamais complètement.